Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 53e webinaire organisé dans le cadre du réseau Rappel et qui est aujourd'hui consacré aux interventions de l'Agence nationale de l'habitat en matière de lutte contre la précarité énergétique. La présentation va se dérouler en deux temps. Un premier temps d'une vingtaine de minutes sera consacré à la présentation du rôle et des missions de l'ANA, avec un focus sur les interventions auprès des collectivités et l'information et l'accompagnement des ménages via France Rénov'. Ce temps sera suivi d'une session de questions-réponses d'une vingtaine de minutes avec les participants. Un deuxième temps sera consacré au financement des travaux de rénovation énergétique avec la présentation du bilan des aides 2022 et des perspectives 2023. Ce deuxième temps sera lui aussi suivi d'une vingtaine de minutes de questions-réponses. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Quentin Hofer, qui est chargé de mission expertise France Rénov' à l'ANA et qui va nous présenter aujourd'hui tout ce programme de webinaire. Merci beaucoup Quentin d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour le premier temps de questions et de réponses et je laisse donc la parole à Quentin. Merci Sarah. Bon, du coup, vous avez bien entendu et mon nom et ma fonction, puisque ça a été répété. Peut-être pour expliquer un petit peu, parce que chargé de mission expertise France Rénov', ça veut tout dire et rien dire. Donc moi, je travaille particulièrement sur les sujets de rénovation énergétique et de montée en compétence du réseau France Rénov'. Et notamment d'information, formation, webinaire. Donc, voilà, ceux qui suivent un peu les webinaires France Rénov' depuis le début d'année ont dû voir ma tête 2-3 fois sur les modérations. Je le précise parce que du coup, je vais vous parler un petit peu de toutes les typologies d'intervention que peut faire l'ANA, autant que faire se peut dans le temps qui m'est imparti. Et donc forcément, je ne pourrais pas être exhaustif, mais en tout cas, je vais essayer de balayer un petit peu tout ça. Pour autant, mon sujet d'expertise étant plutôt la rénovation énergétique, s'il y a des questions vraiment précises sur les questions liées notamment à l'habitat indigne ou à d'autres sujets sur lesquels je ne serai pas forcément complètement à l'aise, je me permettrai du coup de prendre vos questions et de les relayer par la suite à mes collègues qui se feront un plaisir de vous répondre, et on verra du coup avec Aurélien et Sarah comment est-ce qu'on peut du coup renvoyer ces réponses-là de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, donc, comme je disais, pas forcément évident de faire le parcours total des missions de l'ANA en 20 minutes. Pour autant, en matière de lutte contre la précarité énergétique, on a un peu 3 enjeux principaux qui se mettent en place au niveau de l'intervention de l'ANA. Le premier, qui ne sont pas classés forcément dans l'ordre de priorité, hein, mais c'est plutôt dans l'ordre dans lesquels je vais les aborder aujourd'hui. Le premier, c'est effectivement comment est-ce que l'ANA intervient auprès des collectivités et accompagne des initiatives locales ou des dispositifs qui ont été mis en place par ces mêmes collectivités sur la question de la lutte contre la précarité énergétique. Et pas que, sur les questions de l'amélioration de l'habitat en général, mais qui croisent souvent avec des questions de précarité énergétique. Le deuxième enjeu ou la deuxième principale mission, c'est la question de l'information et de l'accompagnement des ménages. Vous avez vu, hein, il y a les logos un peu France Rénov' maintenant sur toutes nos présentations. Donc France Rénov', ça a été mis en place début 2022 et c'est entre guillemets la fusion en gros des réseaux de l'ex-réseau FER, donc plutôt animé par l'ADEME sur la question de l'information, du conseil et de l'accompagnement sur la rénovation énergétique, et du réseau historique de l'ANA sur tout ce qui est lié à l'accompagnement, à l'amélioration de l'habitat en général. Et donc, ça va concerner à la fois les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État et les opérateurs qui interviennent sur le terrain pour faire ces missions d'information, d'accompagnement. Le troisième enjeu ou mission étant le financement des projets de travaux. Et là, pour le coup, on reviendra un petit peu plus tard, effectivement, comme le disait Sarah dans la présentation, sur le bilan des aides financières et sur effectivement des informations un peu plus précises sur d'éventuelles évolutions en 2023 sur ces questions-là. Alors, peut-être dans un premier temps, il me semblait intéressant sur la question des actions en collaboration avec les collectivités, de revenir un petit peu sur ce qu'on fait en matière d'opérations programmées et de programmes nationaux. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe au local, il y a ce qui se passe au national, et un petit peu comment les deux s'articulent. Et effectivement, de vous parler un peu plus précisément de France Rénov'. De nouveau, je le répète, on est dans un temps un peu de webinaire global un peu court, donc
Excusez-moi si je ne suis pas exhaustif et si je passe peut-être un petit peu vite sur certains sujets, mais voilà, ça me semblait intéressant de recontextualiser un peu l'action de l'ANA de manière générale et de ne pas que parler finalement de MPR et de MPR sérénité, parce que finalement, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se passent. Alors, comment contractualise l'ANA actuellement avec les territoires, en tout cas dans la partie de ce qu'on appelle le secteur programmé, donc dans vraiment des opérations sur lesquelles à la fois les collectivités et l'État se mettent d'accord sur un périmètre d'intervention et sur des publics cibles. On a deux types actuellement d'opérations un peu standards. La première, c'est le programme d'intervention. On va dire plutôt la première, à la base, c'est plutôt l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qu'on appelle les OPA. Donc pour le coup, qu'on va plutôt contractualiser avec des EPCI ou avec des communes. Et l'idée, c'est de réaliser des actions spécifiques d'information, d'accompagnement et de suivi animation sur des territoires, sur une durée de 3 à 5 ans. Et l'idée, c'est que le territoire soit le plus resserré possible. Donc, notamment sur des opérations programmées vraiment spécialisées, type opérations programmées de rénovation urbaine, les OPA-RU, ou des OPA avec un volet coprodégradé. On va vraiment être sur des interventions qui peuvent être quasiment à l'adresse. Et donc là, on est sur des durées d'opération qui sont de 3 à 5 ans et avec un financement de manière générale qui est de 35% du budget global de l'opération. Je ne rentre pas dans le détail de comment ça marche exactement. On peut aller jusqu'à 50% sur de la rénovation urbaine de financement de l'ANA de l'opération. Et en plus, l'ANA vient verser des primes complémentaires pour chaque dossier accompagné. Une espèce de prime AMO, en quelque sorte, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et de l'autre côté, on a le programme d'intérêt général, qui du coup est un peu un volet un peu. Je vais dire ça de manière un peu triviale, mais un peu light de l'OPA. C'est-à-dire qu'effectivement, on va plutôt viser un plus grand territoire et du coup des interventions possiblement un peu moins ciblées, pas forcément à l'adresse, mais plutôt vraiment l'idée dans une logique générale de massification globale des actions, alors soit sur une thématique un peu générale de rénovation de l'habitat, soit on peut avoir un programme d'intérêt général qui va viser une thématique spécifique, la précarité énergétique, l'autonomie, voilà. Enfin, en tout cas, éventuellement cibler des types d'interventions en particulier. Et pareil, on est sur des programmes du coup qui durent 3 ans et qui peuvent durer jusqu'à 5 ans aussi. Et on est un peu sur les mêmes typologies de financement. Ce qui est important de préciser, c'est que dans ces opérations programmées, le public cible, contrairement à ce qui peut être le cas, par exemple, pour les espaces conseils France Rénov', le public cible des opérations programmées, c'est quand même principalement les ménages qui sont éligibles aux aides de l'ANA, parce que l'idée, c'est de les envoyer vers des dossiers, des dispositifs de travaux, notamment MaPrimeRénov' Sérénité ou de la résorption de l'habitat indigne, ou des dossiers habité facile pour de l'autonomie. Enfin, voilà. En tout cas, on va vraiment cibler la massification de l'utilisation des dispositifs de l'ANA. Et donc, c'est un contrat qui est passé entre l'État, l'ANA, ses représentants au niveau local, hein, donc plutôt soit les délégations locales de compétences, soit les services déconcentrés de l'État. Hop, on contractualise et du coup, ensuite, on met un programme. Et on a un contrat qui est passé entre une collectivité, un opérateur. Alors, sur la base d'un marché public, généralement, il y a aussi des collectivités qui le font en régie, hein, donc ils ont leur propre, ou avec un système de délégation de services publics. Et donc, du coup, on a des SPL qui interviennent, on a des régies. Voilà. Donc, ce n'est pas que du marché public, mais principalement, généralement, c'est du marché public. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau national actuellement sur les OPA? On a à peu près 950 opérations en tout, quand on compte la totalité des trucs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, hein, mais vous voyez qu'on a quand même une couverture territoriale qui est assez importante, avec évidemment des niveaux d'intervention qui sont très différents, comme je le disais, entre une OPA et RU, on va être sur quelque chose de très ciblé à l'échelle d'un quartier et un PIC, on va être une échelle départementale. Pour autant, on remarque quand même qu'on a une augmentation des opérations en cours, puisqu'on était à peu près à 700 opérations, 700 programmes en 2019. 955 aujourd'hui, donc c'est intéressant. On voit qu'il y a quand même la contractualisation a tendance à augmenter et donc du coup de plus en plus de programmation de l'intervention qui se met en place. Et c'est notamment dû aux interactions avec les programmes de revitalisation territoriale dont je vais parler par la suite. Il y a quand même des choses qui se sont mises en place, voilà, des nouveaux programmes nationaux qui se sont mis en place qui ont permis aussi d'inciter
les collectivités locales à mettre en place des opérations sur leur territoire et notamment de contractualiser avec dans ces grands programmes, le premier auquel je pensais, c'était le plan initiative copropriété, où pareil, je vais passer très très vite là-dessus, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, mais en gros, on est sur un espèce de plan un peu national d'ampleur qui va cibler prioritairement le redressement des copropriétés très dégradées et dégradées, et des situations de prévention et d'accompagnement pour les copropriétés fragiles. Voilà, du coup, vous avez tout un tas de chiffres. Je ne vais pas les détailler. Il faut juste dire que c'est une démarche partenariale entre l'État, l'Agence nationale de l'habitat et l'ANRU, plus un certain nombre d'établissements publics fonciers, d'établissements d'aménagement, des opérateurs locaux, des bailleurs, des SEM, des sociétés locales d'aménagement, etc. Et du coup, tout un tas d'actions qui se mettent en place pour la question des copropriétés. Et ce qui a permis notamment de faire quand même augmenter assez fortement la rénovation des copropriétés en difficulté ces derniers temps, et notamment de bien faire fonctionner le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Je reviendrai là-dessus plutôt dans la partie aide. En tout cas, ce qui est intéressant en termes de perspective 2023, c'est que ce plan initiative copropriété va se poursuivre avec notamment des évolutions. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un POPA, qu'un VOC. Si vous travaillez sur les copros, vous connaissez déjà de toute manière. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le budget de l'ANA qui est dédié à la question des copropriétés, à la fois en accompagnement, en redressement et en rénovation des logements, va augmenter de manière significative, avec quasiment 340 millions d'euros l'année prochaine. Et du coup, avec l'idée d'une programmation pluriannuelle sur le plan initiative copropriété, ce qui est quand même plutôt intéressant parce que on sait très bien que du coup, les copropriétés ont tendance à fonctionner quand même plutôt sur des logiques pluriannuelles pour la mise en place des travaux. Et donc, du coup, c'est plutôt logique qu'on ait aussi cette logique pluriannuelle dans la gestion des budgets. Autre opération, plutôt autre plan un peu généraux, pareil, sur lesquels je ne vais pas forcément détailler les choses parce que c'est plutôt des plans qui sont pilotés par l'Agence nationale des collectivités territoriales, la NCT, plutôt que l'ANA, mais en tout cas, ils ont une influence assez forte sur les opérations programmées de l'ANA. C'est les programmes Action Cœur de Ville et les programmes Petites Villes de demain, qui, du coup, sont des programmes plutôt à destination de villes de taille moyenne ou de petites villes. Vous voyez bien, donc, Action Cœur de Ville, plutôt ville de taille moyenne. On a à peu près 222 territoires engagés actuellement. On va financer des chefs de projet au sein des territoires pour mettre en place des actions de revitalisation territoriale globale, dans lequel on a souvent un volet, du coup, qui est lié à l'amélioration de l'habitat. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on va voir augmenter de manière importante les opérations programmées de l'ANA. Et donc, du coup, forcément, à partir du moment où il y a une opération programmée, on se remarque aussi que du coup, ça fait un peu mécaniquement augmenter les possibilités de sollicitation des dispositifs pour nous. En tout cas, nos dispositifs qu'on va qualifier d'aide à la pierre. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Autre programme du coup, le programme Petites Villes de demain. Donc là, vraiment, on est plutôt sur des communes de taille plus faible. Et donc, on a actuellement 1600 territoires engagés, à peu près 1642 communes. Et donc, pareil, de même manière, on vient financer des chefs de projet, pas partout, mais en tout cas en partie, et faire de l'accompagnement de logement et de politique de logement, pas que, c'est beaucoup de la revitalisation territoriale. Donc, on va parler aussi commerce, on va parler urbanisme, on va parler aménagement, mais dans ces sujets-là, on va effectivement aborder les questions de l'habitat. Faut l'avoir en tête parce que du coup, c'est des opérations, notamment si vous intervenez sur ce type de territoire, des interventions, des programmes qui ont vraiment une importance assez forte dans le déploiement du coup d'actions corollaires liées à l'amélioration de l'habitat. Et le troisième point qui est pas mal utilisé là pour le coup, quelle que soit la taille de la ville, c'est ce qu'on appelle de manière un peu barbare la RHI Tirori. Je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans mon titre, il y a bien un H dans Tirori. Alors je vais vous faire l'acronyme quand même parce qu'il est assez long, c'est la résorption de l'habitat insalubre, irrémédiable ou dangereux, ça c'est la partie RHI, et le Tirori, c'est le traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux, et les opérations de restauration immobilière. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, en gros, c'est tout ce qui va concerner les opérations un peu particulières de résorption de l'habitat indigne, avec du recyclage, du curetage d'îlots, de la gestion de déficit foncier, vraiment comment est-ce qu'on vient sortir
de l'habitat insalubre. Et là, on est sur vraiment une gestion plutôt nationale de ces dispositifs-là qu'on gère en centrale à l'ANA. Et des opérations assez complexes où on vient travailler vraiment à l'adresse ou à l'îlot et travailler des solutions avec les collectivités et mettre en place des financements plutôt importants, puisque vous voyez bien qu'on a fait 58 opérations en 2022 et il y avait 21 millions d'euros de budget. Donc, on est quand même sur des budgets qui sont à chaque fois assez conséquents sur des opérations, avec un guide spécifique qui a été déployé. Voilà. Bon, de nouveau, c'est pas forcément mon sujet principal, mais en tout cas, c'est important d'avoir ça en tête. Peut-être de se dire, voilà, les perspectives là-dessus. En gros, alors, je travaille très, très rapidement. Il y a sur Action Cœur de Ville, il y a une phase 2 qui se lance entre 2023 et 2026, avec vraiment un focus transition écologique et démographique. Donc, vraiment des trucs assez intéressants sur la rénovation des logements et notamment des questions aussi qui vont être liées à la question de l'autonomie, avec une volonté d'intégrer le plus possible les questions d'habitat et de gestion notamment de l'habitat indigne dans ces questions-là. Sur Petite Ville de demain, voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été lancées. Enfin, c'est assez récent, donc on est vraiment dans le suivi de ce qui a pu être lancé. Et sur l'habitat indigne, on augmente le budget. Alors, vous allez me dire par rapport à d'autres type d'intervention, on augmente le budget de manière assez faible, puisque du coup, on met 3 millions en plus, mais c'est 3 millions sur 21, donc c'est quand même une augmentation non négligeable. Et comme on est vraiment sur de la dentelle sur ces sujets-là, finalement, nous, on n'a pas forcément non plus pour le moment les capacités à faire plus, parce que on est vraiment sur de l'instruction qui est très, très complexe sur ces dossiers-là. Avec quand même des nouveaux guides qui vont être publiés, notamment sur tout ce qui est lié à la question des bidonvilles. Avec en plus, du coup, des expérimentations sur l'habitat participatif, des expérimentations sur… alors les ASL, c'est des… Comment dire? C'est pas vrai, c'est lié aux copropriétés, mais c'est un peu des surcopropriétés qui viennent du coup gérer un certain nombre de choses. Et donc, ça vient poser des questions assez intéressantes dans la prise de décision sur les copropriétés et tout un sujet aussi sur le bail réel solidaire, mais sur lequel je ne m'appesantirai pas parce que je n'y connais pas grand-chose. On se rénove. Alors, une fois qu'on s'est dit, on a la partie un peu programmée, contractualisation avec les collectivités, qui fait partie de France Rénov', mais France Rénov', c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, la fusion, du coup, avec l'ancien réseau fer. Donc, depuis 2022, effectivement, on a tous ces deux réseaux à la fois. Donc, les anciens espaces info-énergie qui sont devenus des pouvoirs en rénovation à force service, qui sont devenus le réseau fer, qui sont devenus France Rénov'. Et donc maintenant, on a une forme de marque ombrelle qui a vocation à regrouper toutes les politiques d'intervention en matière de services publics de rénovation de l'habitat et aussi d'agréger du coup dans une seule marque la totalité des opérateurs qui interviennent sur ces questions. Avec effectivement, bon, alors voilà, un peu les objectifs principaux, mais bon, si vous avez déjà vu des présentations sur France Rénov', vous les avez déjà vues de manière assez globale. En tout cas, il faut savoir que l'animation de ce réseau France Rénov', elle est assurée par l'ANA maintenant depuis cette année. L'année dernière, on était encore en année de transition entre du coup une co-animation ANA et ADEME. Et là, vraiment, depuis cette année, c'est vraiment l'ANA qui reprend. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des recrutements qui sont faits à l'ANA aussi pour assurer ces questions-là. Évidemment, dans le cadre de cette… je suis désolé, je viens de voir que ça passait pas qu'il y avait des trucs qui passaient pas très bien, mais je pensais des problèmes de police. Je vous remettrai ça en propre sur le PDF. Donc, dans le cadre aussi de cette animation, on est maintenant co-animateur du programme SAR, sur lequel je ne vais pas m'apesantir, mais sur lequel qui sert en tout cas jusqu'à la fin de l'année pour le moment à financer tout ce qui est lié aux espaces conseils France Rénov' et à la dynamique territoriale de mobilisation des ménages et des professionnels. Donc voilà, en tout cas, des enjeux importants à la fois sur la mobilisation des acteurs du réseau, la mobilisation des ménages sur la question de la rénovation énergétique et la mobilisation des professionnels et des filières. Et notamment, on va y avoir un gros travail qui va être mené cette année au sein de l'ANA pour travailler sur la mobilisation des professionnels parce que historiquement, on a l'habitude de travailler avec des professionnels qui font partie de notre réseau, donc opérateurs, mandataires, etc. Et on est finalement assez peu proche des filières professionnelles. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment se développer.
En termes de chiffres, du coup, je vous ai mis quelques chiffres, bon, les visites de la plateforme, voilà, etc. Par contre, ce qui est intéressant sur la question des conseillers, donc là, pour le coup, c'est pas, l'ANA va pas prendre pour elle l'augmentation du nombre de conseillers. C'est quelque chose qui est vraiment une dynamique qui a été montée, notamment avec la mise en place du programme SAR. Mais en tout cas, voilà. Actuellement, on a 2200 personnes qui sont répertoriées comme conseillers France Rénov sur l'annuaire des conseillers. Ce qui ne veut pas dire que c'est 2200 personnes qui passent un temps plein à faire du conseil, mais en tout cas, il y a 2200 personnes identifiées au sein d'à peu près 550 espaces conseils France Rénov. Alors du coup, dans l'espace conseil France Rénov, on compte à la fois les espaces conseils du réseau fer, comme je le disais tout à l'heure, vraiment sur la rénovation énergétique, plus les espaces conseils type ce qu'on appelle les prix SANA, du coup, à la fois les ADIN, les services déconcentrés, enfin, voilà, il y a pas mal de choses différentes. Avec du coup, dans le cadre du programme SAR, donc sur le financement vraiment des actes d'infoconseil à la rénovation énergétique et des actes d'accompagnement, du coup, à la fois à peu près 920 000 prestations d'information. Donc ça, c'est soit du coup de fil, soit de l'information en direct qui est donnée. 400, un peu plus de 400 000 prestations de conseils personnalisés. Alors, le programme SAR a été lancé fin 2019, on va dire, il a démarré début 2020. Voilà, et du coup, 61 000 prestations d'accompagnement en 2022. Donc, du coup, un programme qui effectivement, enfin, voilà, c'est difficile de comparer par rapport à avant parce qu'effectivement, la manière de comptabiliser a beaucoup changé avec le programme SAR, mais en tout cas, il y a eu une vraie évolution là-dessus. Et aussi effectivement une plateforme internet et une plateforme téléphonique qui existe et sur lequel voilà, vous avez quelques chiffres. S'il y a vraiment un chiffre par contre à retenir de ce slide-là, c'est du coup le fait que 96% du territoire aujourd'hui est couvert du coup par un espace conseil France Rénov. Et donc, du coup, on a quand même, enfin, ce qui a permis le programme SAR, c'est quand même vraiment un déploiement massif et on va dire un peu un comblage des trous dans la raquette. Ce qui n'était pas gagné au démarrage du programme et vraiment on est dans une logique au moment où l'ANA reprend l'animation de ce réseau-là de maintenir au maximum cette couverture territoriale avec des enjeux effectivement dans les futures années, à partir de 2024 en tout cas, de travailler à maintenir ça. Et donc ça passe aussi par le maintien évidemment des financements qui y sont afférents. Autre point, du coup, lié à France Rénov', alors je vous ai remis un petit peu les différents enjeux qu'il y a eu ces dernières années, avec notamment, voilà, comme je le disais, le fait qu'en 2023, l'ANA est en charge à la fois du pilotage et de l'animation du service public France Rénov', et donc du coup forcément de l'animation des structures qui le mettent en place. Avec l'ADEME qui reste quand même en charge de la gestion administrative et budgétaire du programme SAR jusqu'à la fin d'année. Même si on coporte ce programme actuellement, vraiment la gestion administrative et financière reste côté ADEME, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2023. Et avec effectivement l'idée à la fois sur les modalités d'animation et de formation d'unifier un petit peu ce qui pouvait se faire du côté de l'ADEME et du côté de l'ANA. Donc là, il y a vraiment des gros chantiers qui sont menés actuellement pour réussir justement à mettre en place, je ne vais pas dire remettre en place, parce que ça veut dire qu'on repart de zéro, mais en tout cas capitaliser sur ce qu'a pu faire l'ADEME et reprendre le maximum de ce qui a pu être fait, et du coup adapter ça aussi aux outils ANA existants et à la formation ANA qui pouvait être déployée notamment auprès des services déconcentrés, et faire en sorte qu'on arrive à unifier là-dessus. Donc là-dessus, j'ai des collègues qui travaillent sur les référentiels de compétences, sur les référentiels de formation, avec l'idée à terme quand même que l'ANA puisse être certifiée. Alors, je ne sais pas si c'est une certification, mais en tout cas, puisse rentrer dans le référentiel Calliope et devienne organisme de formation direct. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, on a ce travail-là à mener qui n'est pas un travail facile, mais en tout cas, on va essayer de le mettre en place. Dernier point dont je voulais vous parler très rapidement, et je sens que ça va ouvrir là, la boîte à questions,
c'est le déploiement de mon accompagnateur Rénov'. Bon, de toute façon, vous le savez, hein, c'est pas un secret. Effectivement, du coup, un dispositif qui avait été annoncé par Emmanuel Vargon il y a quelques années maintenant, mis en place officiellement au 1er janvier 2023, en tout cas avec un déploiement progressif à partir du 1er janvier 2023. Pour le moment, en tout cas, dans la mise en place, on est plutôt sur un changement de marque par rapport à ce qui pouvait être fait dans l'accompagnement sur MaPrimeRénov' Sérénité, ou du coup qui n'était pas forcément existant sur le Cavantage avec travaux avant, mais en tout cas qui le devient, mais sans forcément une modification substantielle des missions qui pouvaient être menées dans ces accompagnements-là, et avec du coup un calendrier prévisionnel pour le mois de septembre de mise en place d'un accompagnement obligatoire pour, notamment dans le cadre de MPR, si on a 2 gestes de travaux ou plus lorsque l'aide dépasse 10 000 €. Et avec du coup une obligation d'agrément pour tous les acteurs qui veulent réaliser ces accompagnements. Alors, on reste à ce jour sur une ouverture de la procédure de demande d'agrément MAR en avril 2023. Il y a des discussions en cours sur un certain nombre de sujets, notamment les périodes transitoires sur les OPAPIC. J'ai vu que du coup, dans les inscriptions, il y avait eu des questions sur ces sujets-là, donc on pourra peut-être revenir là-dessus dans la partie questions. En tout cas, voilà, c'est des choses. La période transitoire a volontairement été mise en place parce que voilà, on sait qu'il y a des sujets un peu juridiques pas évidents à démêler sur ces points-là. Et évidemment, des discussions encore, enfin des discussions, on est largement au-delà des discussions, on est déjà dans des questions plutôt de déploiement opérationnel sur les questions de financement, mais j'aurais bien voulu arriver là en vous disant oui, je connais le montant des forfaits, il n'y a pas de problème, c'est tant pour un modeste, tant pour un très modeste et tant pour un ménage intermédiaire. Malheureusement, ces choses-là ne sont pas encore complètement arbitrées. Il y a des réunions interministérielles et des réunions de cabinet un peu toutes les semaines en ce moment sur ce sujet-là. Donc, on ne devrait pas tarder à atterrir sur quelque chose, mais là, c'est difficile de vous donner des éléments sans qu'ils soient arbitrés. Je ne l'ai pas dit en démarrage de webinaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de rappeler à chaque fois que j'interviens. L'ANA est un opérateur de l'État. Donc, étant opérateur de l'État, il décline la politique que demande l'État de mettre en place. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, on a en charge la mise en place opérationnelle et sur lesquels on prend volontiers notre responsabilité. On pourra parler de MPR par la suite. Pour autant, effectivement, sur les questions liées à mon accompagnateur Rénov' et les questions de financement, typiquement, c'est des sujets sur lesquels on est vraiment sur des décisions et des arbitrages qui sont pris par les tutelles ministérielles. Donc, à la fois le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Transition énergétique et le ministère du Logement, puis on peut rajouter Bercy là-dedans. Donc, je ne vous cache pas que nous aussi, à l'ANA, en tant qu'opérateur, on aimerait bien avoir des arbitrages clairs et précis sur ces sujets-là, ce qui nous permettrait de déployer les choses opérationnellement de manière un peu plus sereine. Voilà. Fin de la parenthèse là-dessus. Et du coup, je finis rapidement sur mon accompagnateur Rénov'. Bon, ça, les missions sur les prestations obligatoires, je pense que c'est des choses sur lesquelles vous connaissez déjà ça par cœur. Donc, je vais revenir très rapidement là-dessus. Mais voilà, c'est quand même très, très inspiré de ce qui se faisait dans le cadre des actes A4 bis du SAR et dans le cadre de l'accompagnement Habiter mieux Sérénité. Donc, on est sur de l'accompagnement technique, social, administratif, financier. Avec éventuellement des prestations complémentaires qui permettent de traiter des besoins sur des situations de dégradation, d'indignité, d'autonomie, de lutte contre la précarité énergétique un peu spécifiques. Enfin, voilà, avec évidemment des financements complémentaires qui se mettront en place sur ces sujets-là. Et effectivement, la possibilité pour les accompagnateurs d'être mandataires. Et donc, du coup, de pouvoir. Alors, un autre sujet, on reviendra là-dessus sur les questions de MPR si vous voulez. Surtout que c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, la question des mandataires. En tout cas, je vois beaucoup de choses dans la presse là-dessus. Donc, voilà, possibilité pour l'accompagnateur d'être mandataire. Pour autant, un mandataire n'a pas forcément vocation à être accompagnateur Rénov', sauf s'il a la capacité à être agréé pour être accompagnateur Rénov'. Rien n'oblige un mandataire d'être accompagnateur Rénov'. C'est juste bien pour différencier avec le mandataire. Je sais qu'on a eu pas mal de questions sur ces sujets-là, donc c'était important de le mettre. Et sur les questions d'agrément, je vous ai remis pour information, mais pareil, je ne vais peut-être pas forcément les détailler là, pour information un petit peu les conditions qui sont énoncées par le décret sur le fait d'être accompagnateur Rénov', et notamment la question liée à la neutralité et la question liée à l'indépendance de l'accompagnateur Rénov' vis-à-vis de l'exécution de l'ouvrage, qui est un point vraiment important.
et qui avait été mis en place notamment pour éviter qu'on ait des entreprises générales qui deviennent accompagnateurs rénov et qui proposent d'elles-mêmes des travaux de leur propre activité. Et du coup, avec un certain nombre de pièces justificatives dans le cadre de l'agrément, ça, voilà, je ne vais pas forcément les détailler là, mais en tout cas, tout un tas de choses. Et donc, je le rappelle, le calendrier prévisionnel de mise en place de la plateforme d'agrément, c'est au courant du mois d'avril. Et effectivement, pour le coup, on vous tiendra au courant assez rapidement. Là, pour le coup, tous les collègues qui s'occupent de mon accompagnateur rénov mettent en place des webinaires spécifiques, des formations sur ces sujets-là. Je peux m'arrêter là pour la première partie si vous le souhaitez, et du coup, on pourra reprendre après sur la question des aides. Merci Quentin. C'était dense, hein, du coup, hein, désolé, hein, mais, non, mais c'est aussi pour ça j'ai essayé de tout regrouper, l'exercice n'est pas simple. On imagine bien. Merci pour cette première présentation. Alors, il y a déjà quelques questions que je vais relayer. Et une première question sur le programme Petite Ville de demain. Une personne demandait ce qu'on entendait par Petite Ville. En gros, quels étaient les critères pour entrer dans ce programme, si c'est le nombre d'habitants, si tu as la réponse, ou sinon... Pas là. C'est vrai que j'aurais dû me mettre ça dans un coin. En fait, je sais que il me semble c'est moins de 20 000. Pour moi, c'est moins de 20 000, je peux vérifier si besoin, mais il me semble que c'est moins de 20 000 habitants. Ouais. Pour ACV, par contre, je ne saurais plus vous dire les critères. Merci. Deux questions de Simon Pouillot d'Auxilia, une sur les copropriétés. Est-ce qu'il y a une aide, est-ce que potentiellement l'ANA peut aider au déploiement de la stratégie de la rénovation des copropriétés au sein des EPCI, de manière à pouvoir embarquer les élus et les partenaires dans une dynamique locale, un peu pour prendre la suite en fait d'une démarche C2E qui était initiée par Rénovons Collectif et la SEM Île-de-France Énergie, qui se termine en fin d'année. Alors, ouais, c'est intéressant. Alors, on suit bien le programme Récif à l'ANA, on est dans les partenaires. Alors, moi, de ce que je comprends du programme Récif, c'est qu'il prend fin, effectivement en 2023. Évidemment, Île-de-France Énergie, enfin, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais pour ceux qui ont suivi l'activité d'Île-de-France Énergie, ça semble évident qu'ils ne vont pas continuer à reprendre. J'ai cru comprendre qu'il était possible que ce programme se poursuive avec un autre acteur. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelles conditions. Mais de ce que j'ai compris, il y avait quand même un intérêt à poursuivre et du coup, à relancer éventuellement un programme sur ces sujets-là. Je ne saurais pas vous dire exactement sous quelles conditions. Après, du coup, effectivement, l'ANA aide déjà d'une certaine manière la stratégie de rénovation dans les copropriétés au sein des EPCI. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans le cadre des opérations programmées, donc du coup avec une logique on vient identifier des adresses spécifiques et on vient faire de l'intervention dans des copropriétés dégradées. C'est vrai que sur la rénovation de la copro au sens large et de copro notamment qui ne sont pas en situation de fragilité, pour le moment, l'ANA n'a pas de dispositif spécifique. En tout cas, ne prévoit pas d'aide financière sur ces sujets. Pour autant, on pourrait imaginer que ça s'intègre quand même dans le fonctionnement. Enfin, c'est même déjà le cas avec le SAR. Enfin, dans le SAR, il y a une partie qui sont effectivement plutôt dévolues aux espaces conseils France Rénov, mais une partie du financement à la fois dans les actes de dynamique territoriale ou dans les actes d'info-conseil qui sont dédiés à la copropriété. Donc, voilà. Ça ne répond pas exactement à la question, mais je vois le sujet. Si déjà on arrive à faire les copros dégradés, ce sera bien, hein, en vrai. Merci Quentin. Et une autre question sur le programme SAR. Donc, tu nous as présenté un peu les échéances jusqu'à fin 2023. Est-ce qu'on a une visibilité sur la reconduite, l'arrêt ou l'évolution du programme SAR après 2023 pour permettre aux EPCI, porteurs associés et structures de mise en œuvre de se projeter sur les moyens alloués, les budgets en 2024? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du financement en 2024. Enfin, l'idée n'est pas de mettre fin au service public du jour au lendemain, juste parce que le programme C2E s'arrête, ou en tout cas, les conventions prennent fin actuellement. Il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude, à la fois la prolongation du programme SAR d'un an, si c'est possible, à la fois
le remplacement des financements du SAR par des financements budgétaires. Mais pour le moment, c'est difficile de vous donner une réponse plus précise parce qu'on est vraiment en plein dans justement la construction de ces arbitrages-là actuellement avec les tutelles ministérielles. Il y a sur la question du post-SAR, il y a une concertation qui devrait être lancée. Alors, on l'annonce depuis longtemps, cette concertation. Donc, je pense qu'il y a des acteurs dans la salle qui vont essayer de se dire « Ah ouais, vous êtes sympa », mais on entend parler depuis 3 mois de cette concertation. Là, ça commence à se préciser. Et là, les cabinets ministériels atterrissent un peu sur ce sujet-là. Donc, on va enfin pouvoir avancer concrètement. Et donc, je pense que d'ici le mois d'avril, on aura vraiment des éléments un peu plus précis, notamment sur la période transitoire entre les différents modèles de financement qui pourraient être mis en place. Et donc, effectivement, notamment l'année 2024, de se dire, bon, bah voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe en 2024? Et là, voilà, c'est un peu ces scénarios. Il y aura quelque chose. Voilà, après, vous dire, est-ce que c'est du C2E ou est-ce que c'est du financement budgétaire? C'est un petit peu compliqué. Merci. Une question donc plus sur le France Rénov'. Une question de Jean-Marc Marichet. Les conseillers France Rénov' sont historiquement sur la thématique rénovation énergétique. Leurs missions sont élargies à l'échelle de l'habitat. Quid de leur formation sur les autres thématiques, soit habitat indigne ou encore adaptation? Oui, bah alors c'est un peu le sujet que j'ai abordé en filigrane, effectivement, de manière très rapide, mais dans la construction du coup des référentiels de compétences qu'on fait avec nos collègues en charge des questions de formation, il y a évidemment cette identification d'anticipation, enfin d'anticipation, on n'est presque plus dans l'anticipation parce que ça arrive très vite. En tout cas, d'identification de ces nouvelles compétences qu'on va éventuellement demander, en tout cas dans un socle de base qui sera quand même gérable a priori pour les espaces conseils, mais en tout cas de se dire, bon, il faut rajouter des choses sur les propriétaires bailleurs, parce qu'on sent bien que c'est un sujet compliqué, il faut rajouter des choses sur la copro, il faut rajouter des choses sur l'adaptation, parce qu'il va y avoir MaPrimeAdapt qui va arriver en 2024, et donc ça, évidemment, même si ce n'est pas le rôle principal des espaces conseils, on sent bien que par capillarité, il va forcément y avoir des demandes d'informations. Donc, ne serait-ce que d'avoir un premier rideau d'infos, ça nécessite d'avoir un socle de connaissances de base. L'habitat indigne, c'est un peu le même sujet. Donc, effectivement, on est complètement dans cette réflexion-là. Merci Quentin. Autre question, est-ce qu'une intégration dans les marchés d'OPAPIG de la mission actuelle France Rénov' est envisagée à terme? C'est une bonne question. Je pense que c'est des sujets. Je parlais de concertation avec les territoires sur le post-SAR. C'est typiquement le genre de sujet sur lesquels il faut qu'on concerte avec les territoires. Il y a plein de façons différentes de faire. Je sais que par exemple, la métropole de Lille a mis en place, ou en Vendée notamment, ils mettent en place les missions France Rénov' dans le cadre de leur marché de PIG ou d'opérations programmées. C'est intéressant, mais c'est intéressant qu'à partir du moment où on a des opérateurs France Rénov' qui sont en capacité de répondre à des marchés publics, ce qui n'est pas forcément le cas d'une ELEC, ce qui n'est pas forcément le cas d'une ADIL, ce qui n'est pas forcément le cas d'un CAUE. Enfin voilà, ça pose plein de questions juridiques. En tout cas, on est dans une réflexion quand même de se dire, bon, peut-être pas sur les opérations vraiment spécialisées, type copro dégradé ou les opérations sur la rénovation urbaine, mais en tout cas, les OPAPIG que je qualifierais un peu de droit commun, et donc qui sont en gros de l'info-conseil, suivi animation et accompagnement sur les sujets de rénovation de l'habitat, ça peut être intéressant effectivement de trouver un moyen de regrouper à la fois la partie France Rénov' actuelle et ses opérations programmées ou PIC de droit commun. Mais effectivement, il faut trouver une solution juridique qui corresponde quand même aux spécificités territoriales et surtout aux spécificités de chaque structure pour pas qu'on se retrouve avec des situations où on se dit du jour au lendemain « Ah bah désolé les gars, on a mis en place un modèle qu'on trouvait intéressant, mais en fait, on ne peut plus vous financer par ce biais-là. » Ce qui risquerait de quand même poser problème. Donc effectivement, nous, on est plutôt dans une logique de se dire « Bon, évidemment, il y a des pistes de réflexion, mais on est plutôt dans une logique de se dire ça, c'est vraiment un sujet à concerter avec les territoires, d'autant plus qu'il y a déjà des territoires qui ont fait des propositions assez intéressantes en ce sens-là, donc on les regarde de très près. Notamment voilà, sur les sujets, il n'y a pas que ça, hein, mais les modèles maison de l'habitat sont assez intéressants. Après, est-ce qu'on peut faire une maison de l'habitat partout? Ça, c'est pas clair, mais voilà, il y a des choses intéressantes là-dessus. Merci. Sur mon accompagnateur Rénov', il y a une demande de précision sur l'échéance que tu as présentée, sur le recours obligatoire à mon accompagnateur Rénov'. À partir de septembre 2023, est-ce que ces 2 gestes
et dépassement de 10 000 € de travaux? Ou est-ce que c'est 2 gestes ou dépassement de 10 C'est 000 € 2 de gestes travaux? et. 2 gestes et, OK. 2 gestes Ça. et déplacement de 10 000 € d'aide. OK. Alors, c'est vrai que du coup, dans la loi, en plus, met en place, enfin, est-ce que c'est la loi ou l'arrêté? Non, je crois que c'était dans la loi. Non, c'était dans le décret, que je ne vous dise pas de bêtises. Mettez en place un critère un peu illisible de ces 5 000 € de travaux et 10 000 € d'aide, ce qui effectivement n'est pas hyper clair quand on le dit comme ça. Mais c'était aussi pour jouer sur éventuellement plus tard le montant des aides en gardant ce critère de 5 000 € de travaux. Mais en tout cas, effectivement, c'est plusieurs gestes de travaux et 10 000 € d'aide minimum. Donc, Merci. typiquement, un changement de chaudière biomasse pour un très modeste, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas, ce n'est pas obligatoire. OK. Une question par rapport aux entreprises, les entreprises générales qui ont pu créer des structures ad hoc pour devenir mon accompagnateur Rénov'. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ça, notamment d'indépendance de mon accompagnateur Rénov' vis-à-vis des entreprises de travaux? Ça va être du coup au moment des demandes d'agrément d'être vigilant à ces questions-là et effectivement après dans le suivi des dossiers de s'assurer qu'on voit pas arriver des choses. Mais c'est un peu le problème de pas mal de choses sur les questions de rénovation énergétique actuellement, c'est que certains acteurs vont plus vite que la loi et on peut être aussi précis qu'on veut dans un certain nombre de sujets. Il y aura toujours des gens qui vont trouver des moyens de contourner. Donc, en tout cas, on est conscient, on est assez vigilant sur ces questions-là et donc effectivement, on l'a bien dans le viseur. En tout cas, c'est ce sujet. Alors, toujours sur l'ouverture de mon accompagnateur Rénov' au privé, est-ce que les collectivités devront continuer à mandater des opérateurs par marché public? Est-ce qu'il y a d'autres modalités qui seront envisageables? Et quid des subventions d'ingénierie des collectivités si les dossiers sont amenés par un autre, mon accompagnateur Rénov'? J'imagine c'est plutôt dans le cadre de secteurs programmés. Alors, il y a, et du coup, j'ai vu qu'il y avait un peu d'autres questions aussi sur les opérations programmées de Hélène, notamment. Alors, sur la question de l'articulation entre les opérations programmées et le MAR, une des raisons pour lesquelles, notamment, on avait prévu une période transitoire assez longue, c'est qu'il y a des questions juridiques de ce type sur lesquelles on a des éléments de réponse, mais où les différentes DAJ ne sont pas forcément toujours concordantes. Donc, on est quand même vraiment en fin de phase d'expertise juridique sur un certain nombre de sujets, notamment sur les questions de possibilités pour les collectivités de mettre en place des financements complémentaires, etc. Je vais vous donner notre positionnement, mais à prendre avec prudence, puisque du coup, tout cela passe au final quand même par la moulinette de la DAJ du ministère de la Transition écologique, qui a un peu le dernier mot sur ces questions. Pour nous, rien n'empêche une collectivité de dire on veut mettre en place des missions complémentaires à mon accompagnateur Rénov' dans le cadre d'un secteur programmé sur des interventions spécifiques ou avec des critères supplémentaires sur ces questions-là, et de conditionner un financement complémentaire à ces interventions à partir du moment où ça ne met pas en péril l'ouverture du marché. Donc, du coup, c'est assez vague, mais ça veut dire que typiquement, la question du marché public, alors, dans les opérations programmées, on n'est pas forcément sur les mêmes typologies d'intervention. Donc, à voir, mais en tout cas, par contre, pour une collectivité de dire moi, je souhaite mandater un opérateur spécifique pour faire le MAR sur mon territoire, ça, c'est pas certain que ça passe, spécifiquement sur les missions MAR. Par contre, si c'est des choses un peu plus complexes ou avec des typologies d'intervention spécifiques, effectivement, ça devrait passer. Mais là, pour le coup, il y a des choses qui sont en préparation là-dessus. Donc, normalement, les services de l'État devraient revenir assez vite avec des réponses juridiques précises sur ces questions-là. Et notamment, eux, ce qu'ils proposeraient, c'est plutôt une logique, alors pas forcément sur les OPA, là, pas sur les opérations programmées, plutôt sur des collectivités qui souhaiteraient mettre en place des subventions complémentaires dans le cadre d'interventions en diffus, plutôt une logique d'appel à manifestation d'intérêt ou voilà, quelque chose comme ça, qui ne soit pas forcément un marché public, que dans la logique de marché public, il y a quand même une question d'exclusivité, et là, pour le coup, ça peut poser des questions concurrentielles. Bon. Après, de toute manière, rien n'empêchera un ménage de dire mais moi, je n'ai pas envie de passer par l'OPA, je veux passer par un VAR, et donc je fais mon dossier dans mon coin et je fais du diffus. Du coup, pour répondre un peu à la question qui amène est-ce qu'il y a des subventions ingénierie
des collectivités si le dossier est amené par un MAR qui n'est pas l'opérateur qui avait été choisi par la collectivité dans le cadre de ces demandes spécifiques. Il y aura la subvention Mon Accompagnateur Rénov qui est là de toute manière, mais effectivement, a priori, vu que ça ne répond pas aux conditions qu'avait émis la collectivité au départ, il n'y a pas de raison qu'il y ait de subvention d'ingénierie complémentaire. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais Oui. j'ai essayé d'être aussi clair que les infos que j'ai moi de mon côté, donc effectivement, ce que je peux faire, c'est par contre, voilà, ces questions-là, les reprendre, hein, et comme on est de nous aussi en train de concaténer un peu tout un tas de questions juridiques, je peux les ajouter dans la bannette, des points ultra précis qu'on demande actuellement à la DAJ du ministère en disant non, il faut vraiment qu'on ait une réponse sur ce sujet-là, parce que voilà, c'est très bien de nous donner une réponse un peu généraliste sur tel truc, mais sur ce point-là, on a besoin d'un détail hyper précis, et donc de faire une espèce de FAQ juridique finalement, pour aider les collectivités maîtres d'ouvrage dans les OPA pour bien définir le truc. Oui, donc nous, de toute façon, on compile aussi toutes les questions. Sachant que l'idée quand même générale est de ne pas remettre en cause la capacité des collectivités à mettre en place des opérations spécifiques sur leur territoire. Enfin, voilà, si une collectivité a envie de mettre en place un dispositif complémentaire, avec des engagements complémentaires au MAR ou des spécificités vraiment d'intervention dans des zones spécifiques, l'idée n'est pas de remettre ça en question non plus. Voilà, faut juste que ça se fasse de manière compatible avec l'ouverture du marché, de l'accompagnement à la rénovation énergétique de manière générale. Voilà. Merci Quentin. On peut peut-être juste rappeler, en tout cas sur Mon Accompagnateur Rénov, qu'il y a une foire aux questions qui a été créée récemment par l'ANA. On vous mettra le lien dans les discussions. Et qui méritera d'être complété justement au fur et à mesure par ces questions juridiques hyper précises. Tout à fait. Voilà. Je te propose qu'on passe au second temps de présentation du bilan 2022 et des évolutions 2023 des aides à la rénovation énergétique. Oui, ouais. Je vais essayer de passer. Pareil, ça va être un peu dense et du coup, je vais passer peut-être vite sur certains sujets, un peu moins vite sur d'autres. Peut-être pour rappeler sur la question des aides, un petit peu les différentes. Alors, j'avais parlé de priorité d'intervention sur les questions de précarité énergétique tout à l'heure. Du coup, ça se traduit aussi par un nombre d'aides assez important qui sont disponibles et qu'on va financer, à la fois du coup, les aides à la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' Sérénité. Tout ce qui est lié à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé avec Habiter Sain, Habiter Serein, MaPrimeRénov' Copropriété, qui fait de la rénovation énergétique, mais qui a aussi vocation à aller sur le traitement des copropriétés fragiles et en difficulté. Et donc là, pour le coup, avec une aide spécifique au syndicat de copropriétaires. On aurait pu la mettre dans la rénovation énergétique aussi, MaPrimeRénov' Copropriété, mais c'est que ça touche un peu les deux. La question de l'adaptation à la perte d'autonomie, et donc là, on est plutôt sur le Habiter Facile, qui va normalement, à l'horizon 2024, du coup, se transformer en MaPrimeAdapt. Et du coup, deux autres aides, la question de loc avantage alors qui a vocation à du coup aussi permettre à la fois de la rénovation énergétique quand on fait du conventionnement avec travaux ou de l'accès du coup à un logement locatif à loyer modéré dans le cadre de logements locatifs privés avec la mise en place d'un plafond de loyer, un plafond de loyer qui est aussi un sujet à débat sans fin, mais on pourra en discuter un petit peu. Et la sixième, voilà, donc pareil, j'ai mis ça dans les slides, mais c'est vraiment pas ma spécialité, la question de l'humanisation des centres d'hébergement d'urgence, qui est aussi quelque chose qu'on finance à l'ANA, qui est beaucoup moins connu finalement, mais qui existe aussi. Alors, j'anticipe déjà la question de « Ouh là là, vous avez mis logements rénovés, ce n'est pas des logements rénovés ». Alors, si vous voulez, on a distribué 670 000 aides à destination de la rénovation énergétique des logements. Parmi ces 670 000 aides, il y en a 65 939 qui ont été dédiées à des questions de rénovation globale. Donc, à la fois sur MaPrimeRénov' Réno Global, MaPrimeRénov' Copropriété et MaPrimeRénov' Sérénité. Bon, ça, je reviendrai un petit peu. Il y a du loc avantage aussi. Je reviendrai un petit peu après là-dessus sur la question des rénovations globales. J'ai des choses un peu plus en détail. C'est juste pour vous donner voilà, le périmètre global. Alors, vous avez vu, il y a une différence entre 670 000 et machin, mais c'est normal parce que du coup, on additionne tout.
Donc, la majorité des aides, évidemment, enfin, évidemment, en tout cas depuis quelques années, elle est distribuée via le dispositif MaPrimeRénov', que vous connaissez tous, où effectivement, on va financer soit des interventions de gestes de rénovation, mot de geste, soit des interventions où on va avoir plusieurs gestes de rénovation additionnés et, dans la mesure du possible, coordonnés, soit, du coup, des rénovations globales. Donc sur MaPrimeRénov', on a en 2022 600 000 dossiers financés, engagés du coup en 2022 sur 750 000 dossiers déposés et 530 000 dossiers payés sur 584 000 demandes de solde. Il y a toujours un décalage entre les dossiers engagés et les dossiers payés, notamment l'année 2022, puisque bon, vous avez pareil, il y a eu tout un tas de sujets dans la presse, et donc je pense que vous en avez entendu parler. On a eu du coup en 2022 une hausse assez forte des contrôles sur les dossiers. Et du coup, ces contrôles renforcés ont aussi augmenté forcément le délai de paiement des dossiers. Donc on a ce décalage qui s'est fait entre les dossiers financiers et les dossiers payés, qui se résorbe au fur et à mesure, mais c'est vrai que du coup, la période de contrôle renforcé a un peu bloqué les paiements pendant un certain temps, et donc il y a eu évidemment des décalages qui ont eu lieu, sachant qu'actuellement, on est sur un délai moyen de traitement des dossiers de 5 semaines au global. Donc, en gros, normalement, c'est 3 semaines d'instruction, 2 semaines de paiement. Évidemment, c'est un délai moyen, donc il va y avoir des dossiers qui vont aller beaucoup plus vite, puis il va y avoir des dossiers qui, comment dire, si on tombe dans un maelstrom administratif où on n'a pas de chance, évidemment, des dossiers qui peuvent prendre plusieurs mois à être payés, notamment avec, je sais qu'il y a certains dossiers où il y a eu des bugs de plateforme, et ça, c'est des choses qui sont en train d'être résolues. En tout cas, il y a eu un engagement, il me semble que j'ai vu passer dans la presse ce matin, même à résoudre la quasi-totalité de ces questions de dossiers impayés d'ici la fin du trimestre, qui arrive très vite. Donc, je souhaite un bon courage à mes collègues qui s'occupent de ces sujets. Donc évidemment, même si MaPrimeRénov' est ouvert à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'actuellement, les propriétaires occupants sont les principaux demandeurs. Ça va être intéressant de voir aussi si, du coup, dans le cadre des nouvelles obligations de rénovation des logements locatifs, à la fois ce qu'il y a actuellement sur le gel des loyers, l'interdiction de location des logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an et les futures interdictions sur les étiquettes énergie. Enfin, je dis interdiction, en tout cas les futurs critères de décence des logements liés à la performance énergétique des logements. On va voir si du coup cette part de propriétaires bailleurs augmente, qui est un public qu'on touche assez peu sur les aides pour le moment. On voit bien que côté France Rénov', les sollicitations augmentent, donc on se prépare aussi à avoir une augmentation de ce côté-là. Côté MaPrimeRénov', 34 000 dossiers validés sur l'année pour environ 500 millions d'euros de primes et quasiment 1 milliard d'euros de travaux générés. Donc, on est quasiment à un financement de 50% sur ces sujets-là. Ce qui n'est pas forcément le cas sur MaPrimeRénov'. Sur MaPrimeRénov' copropriété, sur MaPrimeRénov' Sérénité, on a plutôt baissé le nombre de dossiers. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais en tout cas, il y a eu une baisse. Par contre, du coup, sur la question des copropriétés, on a vraiment fortement augmenté. Et donc, effectivement, avec 26 000 logements rénovés en copropriété l'année dernière, donc sur 523 copropriétés différentes, 190 millions d'euros de primes et 460 millions de travaux générés. Évidemment, vous vous rendez bien compte que entre MaPrimeRénov' Sérénité et MaPrimeRénov' copropriété, on n'est pas exactement sur les mêmes montants de financement au global. On est sur des aides au syndic d'un côté, des aides individuelles de l'autre. Et puis des budgets de travaux en copropriété qui sont souvent plus élevés aussi. Et du coup, Loc Avantage, où du coup, on a eu 4100 logements qui ont bénéficié d'un conventionnement Loc Avantage avec un conventionnement travaux, et donc avec un certain nombre de travaux générés. Si on rentre un peu dans le détail, je vais pas vous faire le détail complet des trucs parce que sinon on est là jusqu'à 13h, mais en tout cas se dire sur l'année 2022 MaPrimeRénov'. Bon, pareil, c'est pas une nouveauté pour vous et je pense que je vous l'apprends pas, mais la majorité des gestes de travaux qui ont été financés par le biais de MaPrimeRénov' sont des gestes de changement de chauffage. Avec du coup
dans les dossiers, les gestes de travaux financés. Le premier geste de travaux, l'installation des pompes à chaleur aéro. Le deuxième, l'installation des poêles à granulés. Le troisième, les chauffe-eau solaires individuels. Effectivement, on peut se dire, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus d'isolation. C'est un fait. Pour autant, effectivement, on observe quand même des choses assez intéressantes qui se passent en termes de rénovation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui était aussi un des engagements qui avait été pris dans le cadre de la mise en place de cette prime. Je n'ai pas les chiffres sur les terawatts, enfin sur les kilos de carbone économisés, mais ça doit être quelque part, ça doit pouvoir se retrouver. Bon, pour autant, il n'y a pas d'isolation non plus, puisque du coup, l'isolation, c'est quand même 20% des gestes. Donc, on est, quand on regroupe les gestes d'isolation, assez proche du nombre de gestes en changement de chauffage. En montant financier, ce n'est pas exactement comparable pour le coup, mais voilà. Ce qui est intéressant, en revanche, avec la mise en place de MaPrimeRénov' par rapport au crédit d'impôt transition énergétique, par exemple, avant, c'est qu'on a eu quand même un shift assez important. Là où avant, le crédit d'impôt transition énergétique avait visé à 80% des ménages intermédiaires et supérieurs, là, on a quand même inversé la tendance avec la mise en place de MaPrimeRénov'. Et donc, du coup, effectivement, on a une répartition des dossiers financés à 46% de dossiers financiers sur les modestes, très modestes, à 22% sur les modestes. Alors, ça ne compte pas les dossiers MaPrimeRénov' Sérénité, qui évidemment ne concernent que les modestes et très modestes. Et à 30% sur les intermédiaires et supérieurs. C'est même encore plus flagrant quand on regarde le montant délivré, où le montant, on est quasiment à 85% pour les modestes et très modestes. Et donc, effectivement, avec, notamment pour les très modestes, un montant de travaux moyens déclarés de gestes à 11 226 € et un montant moyen de subvention à 5 500 €. Donc, on est quasiment à 50%. On est même à 50% de financement, même sur des gestes, à destination des très modestes. C'est évidemment beaucoup moins le cas sur les ménages supérieurs et sur les ménages intermédiaires, mais en tout cas, effectivement, ce shift est assez intéressant à observer. Et ça ne compte pas les aides complémentaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, en plus, des aides complémentaires des collectivités. Alors, sur MPR, c'est assez rare, il y en a quelques-unes, mais voilà. Mais il y a aussi des certificats d'économie d'énergie sur lesquels on peut avoir des compléments. Bon, je vous ai mis un peu les réductions de consommation énergétique par logement, parce qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites sur ces questions-là. Évidemment, sur MaPrimeRénov', on réalise moins d'économies d'énergie par dossier que sur MaPrimeRénov' Sérénité, ou sur MaPrimeRénov' CoPro, ou sur Loc Avantage. C'est logique, puisqu'on est d'un côté dans une logique de gestes, où on a grosso modo une moyenne de 1,3 gestes par dossier. Et et de l'autre côté, des rénovations globales. C'est plutôt logique qu'effectivement les deux ne se comparent pas exactement. Pour autant, on observe quand même que là où on se dit « Ah oui, MaPrimeRénov' Sérénité ou MaPrimeRénov' CoPro, on est sur des demandes à 35% d'économie d'énergie ». Dans la pratique, les dossiers vont quand même beaucoup plus loin que ça, puisqu'on observe sur MaPrimeRénov' Sérénité, 52% de gains énergétiques moyens. Sur MPR CoPro, 48% de gain énergétique moyen. Sur Loc Avantage, 64% de gain énergétique moyen. Donc, même si on pourrait se dire « Ah oui, mais est-ce que 35% d'économie d'énergie, c'est vraiment de la rénovation globale et performante ?» Dans la pratique, les dossiers, c'est des gains moyens. Évidemment, vous allez avoir des dossiers où ça va être 35 tout pile, et puis des dossiers où ça va être 75%. Mais en tout cas, quand on commence à faire 52%, 60% de gain énergétique moyen sur une opération, sur le logement ancien, c'est quand même plutôt intéressant. Bon, voilà, sur les rénaux globales, comme je vous le disais, effectivement, là, pour le coup, on est quasiment exclusivement sur de la réno globale sur des ménages modestes et très modestes. Il y a un peu de rénovation globale sur les intermédiaires et supérieurs, mais plutôt par le forfait NPR réno global, mais du coup, qui concerne assez peu de dossiers. Et donc, effectivement, ça vous donne un peu une vision globale. On est à peu près à 800 millions € de primes financées et 1,7 milliard € de travaux générés. Effectivement, on peut se dire par rapport à ce qui est mis sur MaPrimeRénov' en geste, c'est pas suffisant, mais il ne se passe pas rien non plus sur ces questions-là. Bon, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous avez la répartition territoriale des dossiers financés. Donc, si vous voulez regarder, on vous enverra les slides là-dessus. Évidemment, sur les copros, on est plutôt en Ile-de-France et en Rhône-Alpes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de copropriétés non plus qui se font ailleurs, mais voilà, c'est des dossiers, c'est pas le nombre de logements sur MaPrimeRénov' CoPro, comme je précise. Mais voilà, je sais qu'il y a des endroits, notamment, il y a un enjeu d'aller sur
sur de la copro en centre ancien et sur lesquels il y a des réflexions un peu spécifiques sur ce sujet-là. Parce que pour le coup, la manière dont les aides sont distribuées actuellement ne permettent pas vraiment d'aller chercher ces copropriétés-là. Et donc vraiment, on est dans une logique de réflexion sur ces sujets-là, mais qui va peut-être plutôt sortir sur un terme un peu plus long que là, à la fin de l'année, quoi. Alors, les évolutions 2023 MPR. Alors là, je vous ai fait une liste un peu à la Prévert, donc je vais me permettre d'aller très vite sur le sujet aussi, plutôt sur MPR, en disant, MPR, il y a eu plein de différents, comme c'est des forfaits qui sont, là, c'est vraiment, si vous avez des questions sur les comment dire, les critères et le montant d'aide retenu sur MPR, il ne faut pas hésiter à poser la question à la DGEC, parce que pour le coup, c'est vraiment, ça vient de chez eux. Donc, on s'adapte aussi à leur prise de décision et leurs arbitrages. Donc, quand même important, la suppression en janvier 2023 du forfait relatif au remplacement des chaudières gaz très haute performance énergétique, qui colle un peu dans la politique globale du gouvernement de sortir du gaz et des énergies fossiles de manière générale. Il y a eu un certain nombre de remarques sur ces questions-là, parce qu'il y a des endroits où on peut difficilement se chauffer autrement qu'au gaz. Donc, c'est un vrai sujet. Et je reviens un peu sur ma question de centre ancien, où là, on est sur ces réflexions-là, typiquement. Voilà, des augmentations. Alors, le forfait rénovation globale qui a quand même augmenté de manière assez importante pour les intermédiaires et supérieurs, où maintenant, quand même, il est à 10 000 €. Avec la suppression du forfait isolation pour les ménages ressources supérieures, pour justement les inciter à aller sur des politiques de rénovation globale via cette fiche MPR. Et avec évidemment ces questions liées à la mise en place des audits réglementaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser l'audit réglementaire? Enfin, voilà, il va y avoir un webinaire à la fin du mois de mars dans le cadre du réseau France Rénov sur l'harmonisation des audits. Je vous renvoie à ce webinaire-là pour ne pas passer trop de temps sur la question des audits et des DPE, parce qu'on peut aussi y passer 1 heure. Important à avoir en tête aussi, augmentation du plafond de travaux en 2023 pour MPR Sérénité. Le plafond de travaux a augmenté de 5 000 €. On se rend compte aussi que là-dessus, c'est un peu juste. Et donc, il y a aussi des réflexions. On fait des propositions dans le sens pour dire non, il faut vraiment l'augmenter plus. Donc, on va voir si ça va passer ou pas. Mais en tout cas, on aimerait bien en 2024 faire encore remonter ce plafond de travaux. Plafond de travaux aussi augmenté dans le cadre de MPR CoPro, où il est passé à 25 000 € par logement au lieu de 15 000 avant. Donc là, pour le coup, une augmentation vraiment substantielle du plafond de travaux par logement. Et un doublement des primes individuelles. Et du coup, un guide des aides financières qui a été actualisé au mois de février et qui va être réactualisé au mois d'avril avec les nouvelles modalités financières. Parce que on a des trucs qui passent au mois de février, puis d'autres qui passent au mois de mars, puis d'autres qui passent au mois d'avril. Donc c'est bien, dans notre quête de simplification des aides financières, on a un peu complexifié leur sortie, leur panachage en cours du début d'année, mais on met ça à jour et évidemment, on mettra en ligne une nouvelle version au mois d'avril. Et je voudrais vraiment passer très rapidement sur les autres sujets, les modalités MPRS, ça on en a déjà parlé, donc il n'y a rien qui bouge à part le plafond de travaux. Et évidemment l'arrivée de mon accompagnateur Rénov, mais ça c'est un autre sujet, enfin de la marque mon accompagnateur Rénov en tout cas sur ses accompagnements. Sur l'autonomie, 27 000 logements financés dans le cadre du programme Habiter Facile, avec notamment des questions de maintien à domicile. Dans Habiter Facile, on va financer vraiment toutes les interventions qui vont permettre à la personne de prolonger du coup son maintien à domicile et de prévenir la question de la perte d'autonomie. Et donc, ça va être plutôt des équipements techniques. Ça va de la salle de bain à la chambre. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, voilà, tout ça va évoluer aussi dans le cadre de la mise en place de MaPrimeAdapt. Et effectivement, là, en 2023, on a un objectif de 40 000 logements adaptés, avec une enveloppe globale de quasiment 150 millions €. Et l'idée, c'est que, en fait, ça prépare à la mise en place de MaPrimeAdapt, où MaPrimeAdapt, l'idée, c'est de rapprocher des aides existantes, des CARSAD, en tout cas d'avoir une marque unique pour la totalité des aides qui nous permet d'être versées. Avec évidemment un intérêt à intégrer ça dans les OPA, et notamment les PIG autonomie, avec une logique toujours pareil d'animation territoriale sur ces questions d'autonomie. Ce n'est pas les mêmes opérateurs que la rénovation énergétique, ce n'est pas toujours les mêmes opérateurs que la rénovation énergétique, il y en a qui font les deux. Voilà, pour autant, il va y avoir vraiment des enjeux là-dessus, et avec une augmentation
substantielle aussi à terme. Je crois que les objectifs sont de 70 000 logements d'ici 2025 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Pareil, s'il y a des questions d'autonomie, je me permettrai de les rediriger vers des collègues qui connaissent bien mieux le sujet. Bon, sur la mobilisation du parc privé à fin sociale, il y a eu une augmentation des conventions. Alors, il y a eu les logements rénovés en maîtrise d'ouvrage d'insertion qui font moins 40%. Le chiffre en rouge fait un peu peur, mais on est sur 100 logements, donc c'est pas non plus… voilà. Par contre, on n'a clairement pas forcément rempli les objectifs sur ces questions-là. Mais il y a plein de questions sur notamment la mobilisation du conventionnement loc-avantage et des plafonds de loyer qui sont une vraie question. Enfin, on a eu un webinaire sur les propriétaires bailleurs avant-hier et cette question-là est ressortie à plusieurs reprises. Quand on regarde un peu plus spécifiquement les conventionnements travaux, c'est quand même majoritairement du conventionnement avec des logements de loyer, avec des loyers conventionnés. Alors donc là, on a loyer intermédiaire, loyer social, loyer très social, hein, vraiment les plafonds qui permettent derrière d'avoir la défiscalisation. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, le dispositif a permis de faire 10% de plus de logements locatifs avec travaux. Alors, on va me dire 5 000 logements rénovés par rapport au nombre de passoires énergétiques dans le locatif qui existe, c'est pas énorme, mais effectivement, ça nous permet de nous dire, oui, ok, on a un dispositif qui commence à être un peu connu, qui commence à fonctionner. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte de l'opérationnaliser complètement et de le massifier aussi. Et puis, tous les propriétaires bailleurs ne vont pas forcément vouloir aller sur du loc-avantage avec du conventionnement de loyer. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce conventionnement, il répond aussi à une question de comment est-ce qu'on met en place du locatif accessible. Je ne pense pas être polémique en disant que tous les propriétaires bailleurs ne sont pas forcément dans cette démarche. Voilà. Je vais peut-être terminer rapidement sur ces sujets-là et puis du coup juste rapidement sur l'humanisation des structures d'hébergement. On a une baisse du coup de sollicitations. Là, je vous avoue que n'étant pas mon sujet particulier, je vous ai surtout mis la slide pour information. Et s'il y a des questions là-dessus, je me permettrai de les rediriger. Voilà, Aurélien, je te laisse reprendre pour les questions éventuellement sur les sujets. Oui, Quentin, merci pour cette deuxième partie. Donc toujours quelques questions. Alors, première question sur MaPrimeRénov' Sérénité. Une question par rapport au nombre de dossiers MaPrimeRénov' Sérénité, qui est de plus de 34 000, qui semble un peu faible par rapport aux enjeux, notamment liés à la précarité énergétique. Est-ce que, je pense que la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une montée en puissance de l'incitation au recours au dispositif pour justement inciter plus les ménages à recourir à MaPrimeRénov' Sérénité? Monter en puissance des dispositifs, sur la sollicitation, effectivement, nous, c'est dans notre cadre de rôle d'animateur de réseau, d'effectivement de montrer que ce dispositif existe, qu'il fonctionne. Alors, je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'on fait vraiment de la performance énergétique avec un gain de 35%. Ça, c'est une autre question et on s'est longtemps posé la question de se dire mais si on mettait à 50%, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant? Sauf que oui, on risque aussi d'avoir beaucoup moins de dossiers. Donc, il y a un équilibre à trouver entre l'exigence de performance énergétique et la vie du dispositif. C'est un autre débat qui mériterait presque une rencontre à part entière sur ce sujet-là. En tout cas, effectivement, sur l'animation, oui. Après, sur la réponse aux enjeux globaux, je vais le redire, alors je ne cherche pas à me défausser du sujet, mais on est opérateur d'État. Donc, il y a aussi, on répond à une politique gouvernementale et ministérielle. Et cette politique commence à s'interroger quand même fortement sur le fait de se dire « Ah oui, mais attendez, là, on ne fait pas tant de rénovation globale que ça. Là, faire du geste, c'est très bien d'un point de vue carbone, mais en fait, sur le long terme, ce n'est pas terrible. » Et donc là, notamment, on a des éléments assez intéressants qui nous viennent notamment de Bercy, pas forcément ceux qu'on aurait pu penser être les plus au fait de la rénovation globale, mais qui commencent à dire, les gars, ce serait bien d'aller vraiment sur des questions de rénovation globale. Donc, je ne dis pas qu'à court terme, on va faire évoluer les choses, mais en tout cas, sur un temps plus long, il y a des vraies réflexions actuellement sur la réforme du régime des aides. Et nous, on pousse quand même assez fortement pour dire non, mais attendez, nous, notre métier à l'ANA, historiquement, c'est de faire de la rénovation globale. Performante ou pas, ça, c'est un débat, mais en tout cas, c'est de faire de la rénovation globale.
Il faut qu'on maintienne ce métier-là et du coup, faisons des propositions dans ce sens-là. Est-ce qu'elles vont être arbitrées dans ce sens-là et est-ce qu'elles vont être retenues dans ce sens-là par le gouvernement? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Merci, Quentin. Une question sur donc toujours ma prime rénov sérénité. Est-ce que les chaudières à gaz elles vont continuer à être prises en compte dans ma prime rénov sérénité, dans la mesure où c'est plus le cas sur ma prime rénov? Pour moi, oui. J'ai pas vu passer de choses dans ce sens-là. Mais de nouveau, vu la vitesse à laquelle les décisions sont prises en ce moment, je ne garantis rien. En tout cas, actuellement, ça continue à être pris en charge. Merci. Alors, une question peut-être un peu plus générale sur le reste à charge, qui est souvent bloquant pour les ménages qui veulent mener des travaux et qui ont des moyens plus modestes. Est-ce qu'il y a des travaux partenariaux qui sont en chantier sur le traitement du reste à charge, autre financement, caisse d'avance, en sachant, il me semble que récemment, l'ANA a renouvelé son partenariat avec Procivis. Tout à fait. Alors plutôt évidemment sur la question, bon, Procivis, l'intervention financière se fait majoritairement sur les copropriétés. Pour autant, effectivement, il y a des réflexions assez importantes. J'ai vu passer notamment, alors je me suis permis d'ouvrir quand même l'onglet de questions parce que j'ai vu passer des trucs, et notamment sur la question du C2E et du découplage des C2E. Est-ce qu'on va revenir sur le découplage des C2E de nouveau? Je n'en sais rien. Est-ce que des réflexions sont en cours sur ce sujet-là? Oui. Maintenant, est-ce qu'elles vont amener un arbitrage dans un sens ou dans l'autre? Ça, je suis de nouveau pas capable de vous le dire. En tout cas, c'est un problème qui est bien identifié et qu'on avait identifié dès le départ de toute manière. Donc là-dessus, voilà. Et de manière générale, sur le traitement du reste à charge, on est effectivement, ça fait partie un peu de ce que je vous disais quand je vous parlais du fait qu'on est aussi dans une logique de développement, d'action de mobilisation des professionnels. C'est effectivement les réseaux bancaires, typiquement, c'est des réseaux on connaît très bien le réseau Procivis, on connaît un peu les autres banques, mais pas forcément sur ces sujets de reste à charge, de rénovation énergétique, notamment de travaux, voilà. Et donc, il y a effectivement des choses qui sont mises en place. Il y a eu un truc qui est intéressant qui s'est passé sur la simplification de l'éco-PTZ pour MPR. Il y a des réflexions qui sont en cours sur la simplification de l'éco-PTZ pour MPRS. Maintenant, de nouveau, vous dire quand est-ce que ça va sortir et dans quelles conditions exactes, c'est assez difficile. Mais oui, il y a des travaux dans ce sens-là. Merci. Il y a une question sur les chiffres. Donc, tu as donné différents chiffres. Est-ce que tu as ceux du volet lutte contre l'habitat indigne et dégradé? Je ne crois pas que c'était inclus dans la présentation. Il s'agit d'habiter serein ou... J'ai dû oublier de les mettre, effectivement. Je peux vous retrouver ça. Je ne vais pas les avoir là, maintenant, tout de suite, mais... On le note et de toute façon, on remet dans les questions. Mais on remettra, et je peux même les mettre dans le PDF, du coup, que je vous enverrai, du coup, avec Parfait. Il y aura le slide, oui, effectivement. C'est un oubli de ma part. Parfait. Sur le parc locatif, il y a une question de savoir si l'ANA peut subventionner en loyer libre. Alors, je vais poser la question, dans quelles conditions ça s'est fait exactement, parce qu'effectivement, ça doit être sur des trucs très particuliers. Je pense que c'est dans la sortie d'habitat indigne. Donc, du coup, ça rentre dans justement des dispositifs LHI. Mais je vais confirmer ça auprès de mes collègues. Donc, ça, pour le coup, je me permettrai de faire une réponse a posteriori. Merci. Alors, il y a des questions sur ma prime adapt. Donc, celle-ci, dans la mesure où tu disais que ce n'était pas forcément toi le référent, on pourra les mettre également dans la compilation de questions qu'on t'enverra pour que tu puisses transmettre. Oui, alors sachant que l'idée n'est pas d'avoir un dispositif qui est exclusivement distribué par l'intermédiaire d'opérations programmées. Mon propos était plutôt de dire il faut que dans les opérations programmées, on inclut le fait que du coup, enfin on inclut, c'est inclus de fait, mais en tout cas le fait que du coup ces aides vont évoluer, et donc on va être sur un type d'instruction qui sera peut-être un petit peu différent. Mais voilà, en tout cas, la manière dont fonctionne Habiter, je confonds toujours les deux. Habiter facile actuellement, j'avais mélange avec Habiter serein. Habiter facile actuellement sera un petit peu différente de ma prime adapt. Donc, du coup, c'est plutôt des choses dans ce cas. Alors, une question sur le bilan 2022.
des aides. L'écart entre les pourcentages de dossiers avec des pompes à chaleur et celui des dossiers avec de l'isolation ouvre un dossier sur des ménages qui auront davantage de factures post-travaux et un investissement qui ne dure pas. Est-ce qu'on ne devrait pas interdire les installations de PAC sans isolation? Je vous invite à faire du lobbying auprès du ministre de la Transition écologique et de la ministre de la Transition énergétique pour faire passer ce genre de choses. Alors, retour de mon accompagnateur Rénov sur la dimension renforcée qui est prévue dans mon accompagnateur Rénov. Donc, dans ce qu'on a compris, la dimension sociale devrait être mieux prise en compte auprès d'un public repéré comme étant fragile. Lors de la procédure d'agrément, les opérateurs seront-ils questionnés sur le profil de leurs intervenants, la présence ou non de travailleurs sociaux dans leurs effectifs? Je pense que là, ça renvoie à l'arrêté sur les conditions d'agrément et peut-être la foire aux questions. Je ne sais pas si tu as des Oui, non, mais tout compléments à à fait. apporter. Effectivement, dans la procédure d'agrément, et notamment pour les agréments pour les missions complémentaires, il y a, on est dans une logique de preuve de compétence. Donc, il faut effectivement que les opérateurs qui vont demander cet agrément-là soient en capacité de prouver qu'ils sont en capacité de répondre à ces questions. Donc, ça fait partie effectivement des possibles choses qui peuvent être demandées. Et sur la prise en charge du coût de l'accompagnement, est-ce qu'il y aura une gratuité pour les publics très modestes? Ça, on en a un peu parlé Joker. tout à l'heure. Voilà, on de nouveau, encore... c'est en cours d'arbitrage. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, oui, non, ça, je ne saurais pas vous dire pour le moment. Je ne suis pas certain qu'on se dirige vers un 100% dans tous les cas, quelle que soit la modalité choisie de financement. Après, vous dire exactement ce que ça va donner, c'est un petit peu compliqué actuellement. Parce qu'effectivement, on attend des arbitrages aussi ministère là-dessus. Mais bon, de la même manière qu'actuellement, sur un dossier MaPrimeRénov' Sérénité, sans cofinancement de la collectivité territoriale dans laquelle se situe le ménage, c'est difficile d'avoir un financement à 100% de l'accompagnement. Au-delà des commentaires qui ont été postés sur l'onglet, il n'y a plus de questions, si je ne m'abuse. Merci Quentin de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Je pense qu'on va redonner la parole à Sarah pour conclure le webinaire, sauf si Quentin, tu veux rajouter quelque chose avant la conclusion. Non, de nouveau, il ne faut pas hésiter, s'il y a même des questions qui arrivent par la suite, éventuellement, à faire remonter. Et puis, du coup, on pourra apporter des compléments, effectivement, des compléments d'information. Juste pour répondre du coup à la dernière question qui vient de se mettre en place. Si effectivement, alors l'idée n'est pas tant que les plus modestes financent leur accompagnement, mais plutôt qu'on mette en place des solutions avec les collectivités territoriales pour avoir un système de cofinancement qui permette qu'il n'y ait pas de reste à charge sur l'accompagnement. Je pense que là, c'est la logique est plus de cet ordre-là, plutôt que de dire « Ah ben non, il faut absolument que les très modestes payent 25% de leur accompagnement. » Absolument, c'est plutôt dans une logique de comment est-ce qu'on répartit entre les financements État et les financements collectivités. Et justement, je pense que le travail qui est fait actuellement, justement, et c'est pour ça qu'on a avec les arbitrages qui n'arrivent pas tout de suite, c'est de se dire, bon, jusqu'à quel niveau on peut demander un cofinancement des collectivités ou pas sur ce type d'intervention. Et oui, les contacts des collègues dont tu as parlé, c'était peut-être pas sur MaPrimeRénov', c'était une question de Valérie Romboni, sur MaPrimeAdapt', je crois. Je ne sais pas si on peut renvoyer vers, si on peut lui transmettre le contact de ton collègue. Ouais, ça dépend des questions, mais c'est peut-être plus simple s'il y a des questions un peu précises, comme ça après je peux les transmettre, plutôt que de dire ah bah oui, contacter un tel, et qui sont déjà un peu submergés actuellement, donc je me dis peut-être mieux plutôt dans ce sens-là, mais si besoin, effectivement je pourrais transférer, il n'y a pas de souci. Parfait. Et un petit sujet, complément d'enquête sur France 2 ce soir sur la question Joker. des pompes à chaleur. Voilà, écoutez, je vais repasser la parole à Sarah
qui va conclure ce webinaire. Encore merci Quentin. Merci Aurélien. Oui, alors effectivement, il est l'heure de conclure ce webinaire. Donc un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à Quentin. Merci pour l'ensemble de ces échanges également. Donc on espère que ce webinaire vous aura permis de répondre à vos questions ou de vous donner des idées. Ce webinaire sera donc mis en ligne d'ici quelques jours si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec d'autres collègues. N'hésitez pas à nous faire remonter vos idées de sujets ou de retours d'expérience. Avec Aurélien, on est toujours preneurs d'idées pour l'organisation de futurs webinaires du réseau. Encore merci à tous et bonne fin de journée et à bientôt.